Bonjour, bonsoir les amis. Alors aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de la situation de l'euro, la situation de l'Europe. Et puis, je vais également parler de l'Arabie Saoudite parce que vous allez voir que l'Arabie Saoudite aujourd'hui est en train de vraiment monter en flèche. Et en fait, je pense que beaucoup ont sous-estimé ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression qu'il y a un vrai tournant sur un plan économique, sur un plan politique. Et ce tournant, il est inédit, hein. Il est inédit puisque je pense que très peu de gens, très peu de dirigeants européens et même les États-Unis s'attendaient à ça. Alors on va commencer tout d'abord par le PDG de Uniper, qui est un géant allemand du gaz, et qui nous explique que le pire est à venir, hein. Après ce qui s'est passé avec Gazprom, hein, qui a arrêté d'envoyer du gaz à l'Europe à travers un grand pipeline. Euh, on est dans une situation où l'Europe est piégée sur un plan énergétique. Et ce PDG, hein, de Uniper, il va même plus loin en disant j'ai éduqué les hommes politiques parce que le pire est à venir. Il faut se préparer au pire. Et les prix du gaz aujourd'hui sur le marché du gros, hein, wholesale market, sont 20 fois supérieurs à ce qui était en vigueur il y a 2 ans à peine. Et l'une des raisons, hein, bien évidemment, c'est la Russie, ou la principale raison, c'est la Russie. Et ce qui est intéressant, c'est que Gazprom a expliqué qu'ils arrêtaient indéfiniment, hein. Ils n'avaient aucune info de livrer du gaz à l'Europe. Alors bien sûr, c'est clair que l'Europe a voulu jouer au gros bras, ils ont menacé, etc. Et clairement, hein, ils ont fait du mal à l'économie russe. On a un proche de Poutine également qui a été assassiné, il y a eu un attentat, puis en fait des deux côtés, on voit bien qu'il y a de grosses tensions. Mais on est dans une situation où finalement c'est une partie de poker menteur, mais la Russie est en position de force. C'est là où je vais y arriver, hein. Mais beaucoup de pays européens, mais également les États-Unis, pensaient que l'Arabie Saoudite allait voilà, leur faire plaisir, et ce n'est pas du tout le cas. Donc en fait, on a non seulement la Russie qui aujourd'hui fait très très mal à l'Europe, mais également l'Arabie Saoudite, hein, qui est quand même l'un des pays les plus importants sur le plan du pétrole, qui aujourd'hui ne cède pas aux demandes de l'Europe et des États-Unis. Je vais y arriver juste après. Et d'ailleurs, pour vous montrer un petit peu la gravité de la situation, hein, le gouvernement allemand a décidé en juillet d'apporter 15 milliards d'euros, hein, environ 15 milliards 14,9 milliards de dollars à l'entreprise Uniper, hein, qui est ce géant du gaz, pour véritablement le renflouer parce que cette entreprise est en grave difficulté actuellement. Et la raison, hein, de cette difficulté d'Uniper, elle est très simple, c'est que elle n'a pas pu acquérir le gaz depuis la Russie, et elle a dû l'acheter à des prix bien plus élevés sur le marché. Et donc, elle se retrouvait dans une situation financière très très compliquée. Je vais vous montrer le cours de cette action, vous voyez, depuis alors 2022, hein, et vous voyez, regardez, on est passé 44, 40, oui, 40, 42, 43 en ouais, 2021, décembre 2021 à 4,70. C'est-à-dire que cette action a perdu 90% en moins de ouais, en 8 mois. Vous imaginez? Là, c'est les débuts, hein. Ça valait 9,87. Regardez ce qui s'est passé. C'est juste catastrophique. Alors bien sûr, il fallait s'y attendre. C'est-à-dire, j'ai presque envie de dire, et d'ailleurs c'est ce que dit, hein, ce PDG, le pire est à venir, et en fait, la Russie ne va pas faire de cadeau à l'Europe, parce que, et même au G7,
Rappelez-vous, hein, récemment, les pays européens ont expliqué qu'ils allaient plafonner le prix du gaz. Alors bien sûr les sanctions. Alors attention, hein, ça a eu un impact, hein. Je vais vous montrer le PIB, hein, de la Russie. Vous voyez, sur les principales économies, la Russie, son PIB perd 7%. C'est-à-dire, c'est l'économie qui perd le plus, hein. Même la France ne s'effondre pas. La Turquie, toutes les économies sont en croissance. L'Allemagne est moins performante que la France, hein, quand même, hein. Il faut le noter, hein. C'est rare, c'est même quelque chose d'assez inédit, hein, puisqu'on a toujours parlé de l'Allemagne comme étant le modèle. Et vous voyez ici, l'Allemagne fait beaucoup moins bien que la France. Et l'ironie, hein, c'est que beaucoup se disaient, ok, la Russie a fait ça, maintenant le salut viendra de l'Arabie Saoudite, un petit peu des Émirats, etc. Et regardez ce qui se passe. L'OPEC plus, hein, dont fait partie également la Russie, ils ont envoyé un message politique en diminuant légèrement, vous voyez, small production output, une légère baisse de la production. Alors pourquoi c'est symbolique, etc. Alors c'est pas une grosse baisse de la production, c'est une légère baisse. Et qui dit baisse, d'accord, dit bien évidemment hausse des prix. Et là encore une fois, et il faut vraiment comprendre un peu ce qui est en train de se passer. Euh, on Encore une fois, et je le dis, hein, je le répète, on est en train d'assister à un changement radical, hein, sur un plan politique, économique, et des pays, hein, comme l'Inde aujourd'hui, même le Brésil, l'Arabie Saoudite, la Chine, hein, bon, pas la Chine, mais qui étaient, et surtout l'Arabie Saoudite, qui était plutôt favorable aux États-Unis, aujourd'hui, avec l'arrivée de Biden, etc., ils ont complètement changé et révisé leur position par rapport aux États-Unis. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a un changement de rapport de force. C'est-à-dire que auparavant, les États-Unis auraient mis de la pression. Il n'y aurait jamais eu une telle attitude, ou du moins pas à ce point, de l'Arabie Saoudite par exemple, ou de l'OPEP. Euh, Ils auraient probablement, voilà, cédé ou non, c'est non seulement on n'en a rien à faire de vous, mais en plus on le montre au monde entier. Et c'est ça le truc, c'est que ici, hein, cette position de l'OPEP plus, c'est de dire on snob le président Biden, l'Union européenne. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'OPEP va faire ce qu'elle a envie de faire et de protéger ses prix élevés. Et donc, en fait, ça signale également, d'une certaine manière, que l'OPEP peut bien évidemment faire plaisir ou aller dans le sens des États-Unis et de l'Union européenne, mais qu'ils ne vont pas le faire parce qu'ils ont également leur intérêt. Et en fait, ce qui s'est passé avec la Russie, avec le gel des avoirs russes, etc., ça a été également un signal d'alarme. C'est-à-dire que des pays comme la Chine, hein, la Chine investit énormément aux États-Unis, a acheté énormément de bons du trésor. L'Arabie Saoudite, on a énormément de pays qui ont investi aux États-Unis. Et ces pays, en fait, bah, ils se rendent compte que ce qui s'est passé avec la Russie, c'est-à-dire que la Russie ne peut plus utiliser ses avoirs, ça peut leur arriver. Et donc, ils ont compris que bah, les États-Unis pouvaient finalement très rapidement les sanctionner, etc. Et donc, il y a une alliance qui s'est formée. Et c'est évident, c'est-à-dire, encore une fois, l'Arabie Saoudite auparavant n'aurait jamais fait ça. Et si elle le fait aujourd'hui, et si l'OPEP fait ce qu'il fait aujourd'hui, c'est que aujourd'hui, voilà, on n'est plus dans on va vous faire des cadeaux, on va être gentil, c'est on va défendre d'abord nos intérêts. Très très important. On a eu également l'annonce d'un plafond
sur la Russie, hein, sur le pétrole russe, sur les prix du pétrole russe, etc. Et non Bruno Le Maire est à l'origine, hein, la France propose tout ça. Mais il faut encore une fois être réel. J'aime bien Bruno Le Maire, hein. Je sais que beaucoup de gens lui tapent dessus, etc. Bon, moi, je trouve qu'il est bon. Mais voilà, il y a beaucoup de gens qui vont le taper dessus. Bon, c'est pas grave, hein, vous pouvez taper, c'est gratuit. Mais il faut clairement être réaliste. C'est-à-dire, aujourd'hui, la Russie, la Chine, euh, ne vont pas, pardon, l'Inde et la Chine, hein, qui sont deux puissances économiques, ne vont pas accepter de plafonner les prix, ne vont pas accepter de rentrer dans ce jeu. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent bénéficier des prix du pétrole, d'accord? Et donc des prix du pétrole bas. Et donc pourquoi ils vont faire plaisir à l'Europe? Pourquoi ils vont faire plaisir aux États-Unis? Au contraire. Et donc ils vont profiter de cette situation. Maintenant, encore une fois, je vous le dis, euh, tout le monde est perdant dans cette histoire, hein. Il ne faut pas croire que, bien sûr, qu'on ne raisonne pas ici sur un horizon, un an ou même 5 ans. D'accord? Là, on est sur des stratégies à 10 ans et plus. Donc, il va y avoir de la casse. La Chine est en difficulté, l'Inde, la Russie est en difficulté, etc. Donc, clairement, ces pays-là ne raisonnent pas à court terme. D'accord? Et en fait, si il n'y a pas une paix rapide, etc., clairement, on va avoir une baisse de la croissance. L'inflation est toujours présente. On parle d'un ralentissement de l'économie. On est également aujourd'hui dans ce que l'on appelle une ère de démondialisation. Ça veut dire quoi? Et quelles sont les conséquences? Parce que ça, c'est très important. Durant les années 80, ça a commencé mais vraiment les années 80, on a eu une libéralisation de l'économie, et même après la Deuxième Guerre mondiale, mais ça s'est vraiment accéléré dans les années 80. Et même la Chine a vu sa croissance et sa montée en puissance à partir même des années 90, hein, la Chine. Et il faut savoir que la Chine est devenue ce que l'on appelle l'atelier du monde, hein, c'est-à-dire que tout se faisait et tout se fait aujourd'hui en Chine. On parle même des médicaments, mais les voitures, alors des pièces, des habits, etc. Bon, pas mal de choses ont été fabriquées en Chine, que ce soit iPhone, que ce soit Tesla, il y a énormément de choses qui se font en Chine. Et donc, qu'est-ce que ça a permis, cette période de ce que l'on appelle la mondialisation? Ça a permis bien évidemment une augmentation des échanges, d'accord? Ça a permis également une croissance, mais ça a permis surtout une inflation faible. Très important. Et l'inflation faible, ça a permis des taux d'intérêt faibles. Et les taux d'intérêt faibles ont permis à l'Europe, qui commençait à avoir une croissance en baisse, eh ben ça lui a permis d'augmenter la dette. Pourquoi? Parce que comme les taux d'intérêt étaient très faibles, on peut augmenter la dette sans que la charge, d'accord, d'intérêt de la dette n'augmente. Et comme la croissance, désindustrialisation, voilà, des économies en perte de vitesse. On a eu la dette qui a explosé. Pourquoi? Parce que justement, le système qui existait pendant et qui a été créé, développé pendant ce que l'on appelle les 30 glorieuses, à savoir une croissance forte, un chômage faible, qui permettait, donc ce système permettait une redistribution. Donc tout ce qui est, ok, donc la redistribution par le biais de ce que l'on appelle les retraites, l'assurance, d'accord, assurance maladie, le chômage,
voilà, les acquis sociaux, ce que l'on appelle les acquis sociaux, la redistribution, etc. Tout ça, ça a été possible, d'accord? Parce que durant les 30 glorieuses, donc les années qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale, on avait une croissance forte, chômage faible, et voilà, pas de compétition au niveau mondial. Et donc, dans les années 80-90, l'Europe a commencé à perdre de la vitesse, d'accord? Et c'est là où on a eu ensuite, voilà, cette idée de l'euro, d'Union européenne, de marché unique, etc. Parce que clairement, on sortait des années 70 et l'Europe a dit, voilà, il y avait des prévisions et on savait que la Chine et l'Inde, etc., que ces pays allaient devenir des puissances, hein. Et donc, le problème, c'est que au lieu de se dire, voilà, on n'est pas capable, hein, d'assurer ce que l'on appelle, hein, ces acquis sociaux, etc. Mais on s'est dit, ok, les hommes politiques, aucun homme politique n'a eu les moyens. Et encore une fois, c'est presque pas la faute des hommes politiques, c'est juste que il y avait une locomotive et en fait, c'est très difficile de dire aux gens, voilà, ben, avant, il y avait la retraite, il y avait le chômage, il y avait la santé gratuite, il y avait l'éducation gratuite, etc. Ce qui n'est pas gratuit. Et là, on va tout changer parce que la donne a changé. Non, c'est impossible. Et surtout, pour les pays européens. L'Allemagne encore, hein, ils sont quand même pas mal adaptés, mais la France, c'est très difficile. Donc, changer les mentalités, c'est extrêmement compliqué. Et donc, au lieu de changer les mentalités, comme aucun homme politique n'a pu effectuer les réformes nécessaires, on a augmenté la dette. Et même aux États-Unis. Mais le gros avantage des États-Unis, c'est qu'ils ont le dollar. Et ça change tout. C'est-à-dire, le fait qu'ils aient le dollar fait que ben, ils sont toujours en position de force. Pendant combien de temps? On n'en sait rien. Mais ils sont toujours en position de force. Mais en Europe, la dette a explosé. Et donc, cette dette a explosé. Et aujourd'hui, clairement, il faut des réformes. Mais comment elles vont passer? C'est presque impossible. Est-ce qu'on va complètement changer la donne? Est-ce qu'on va ne pas rembourser la dette? C'est impossible. Encore une fois, la dette, je rappelle, est euh, contractée par des compagnies d'assurance, par des banques, etc. Mais ces compagnies d'assurance, en fait, elles ne font que placer l'argent de personnes normales et ces personnes comptent également sur cet argent pour leur retraite. Donc, on ne peut pas dire aux gens, voilà, tu as épargné, tu as mis de l'argent, etc. Et puis voilà, maintenant, l'inflation peut représenter euh, une sortie, mais on voit bien que beaucoup de pays aujourd'hui, notamment européens et même les États-Unis, ont oublié l'inflation, ont oublié ce qu'était l'inflation, parce que depuis les années 80, on vit dans un monde où l'inflation est faible. Donc ça veut dire presque 40 ans, d'accord, d'inflation faible. Donc toutes les politiques économiques depuis ces années n'ont pas pris en compte l'émergence de l'inflation. Et aujourd'hui, on est dans une inflation historiquement élevée. L'Europe, même la Grande-Bretagne, hein, le GBP-USD est en train de faire des plus bas, n'ont pas réagi à temps, n'ont pas augmenté les taux d'intérêt parce qu'ils savent qu'en augmentant les taux d'intérêt, ben, ils se mettent face à quelque chose de très compliqué. Donc, on est véritablement aujourd'hui dans une situation que très peu de dirigeants européens avaient anticipé. Et aujourd'hui, mais en même temps, c'était inévitable. C'est-à-dire, il fallait qu'un jour ou l'autre, ça arrive. On ne pouvait pas augmenter la dette indéfiniment. C'est impossible. C'est comme toi, particulier, tu viens, tu t'endettes, tu t'endettes, tu t'endettes, tu vis au-dessus de tes moyens. Ben, à un certain moment, il y a tes créanciers, ils vont te dire, eh oh, t'as pas fait, t'as pas eu de croissance, t'as pas dégagé de revenus, t'as pas apporté de valeur. Moi, je veux mon argent. Et encore une fois, aujourd'hui, les grands créanciers de l'Europe et de
et même des États-Unis, aujourd'hui, on se dit, est-ce que ça vaut le coup encore d'investir en Europe ou aux États-Unis? Et ici, on a la monnaie britannique. Beaucoup de gens, voilà, encore une fois, ils tapent sur l'euro et ils expliquent que l'euro et le Brexit est super et la Grande-Bretagne. Non, non, non. La Grande-Bretagne, la livre sterling dessine ses plus bas face au dollar depuis 85. C'est fou. Donc ça veut dire qu'on est véritablement dans quelque chose de catastrophique. Catastrophique sur la monnaie britannique et sur l'économie britannique. Et alors pourquoi c'est catastrophique et pour l'Europe et pour la Grande-Bretagne? Parce qu'encore une fois, monnaie faible, d'accord? Inflation forte, historiquement élevée en Grande-Bretagne, et ce n'est pas fini avec les prix de l'énergie qui continuent de monter. Et donc, que ce soit la Grande-Bretagne, que ce soit l'Union européenne, aujourd'hui, elles sont en grave difficulté. Et je vais ici conclure avec justement le paradoxe. L'Arabie Saoudite. Alors, c'est un article de Economist Intelligence. Et que dit cet article? Il dit l'Arabie Saoudite sera l'économie la plus rapide au monde, l'économie majeure la plus rapide au monde. C'est-à-dire qu'ils prennent les principales économies, les principales puissances économiques. Donc l'Arabie Saoudite sera l'économie à la plus forte croissance en 2022 et ils vont surperformer les géants asiatiques comme la Chine, l'Inde, l'Indonésie, la Corée du Sud et même les pays du G7, struggling, c'est-à-dire qui souffrent, et d'autres économies majeures. Et donc, en fait, ici, vous avez ce graphique qui est assez impressionnant, d'accord? J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Vous voyez ici l'Allemagne. Alors ici, l'Allemagne, d'accord? Vous voyez la Russie qui perd environ 7%, d'accord? Donc, voilà. Maintenant, encore une fois, il faut bien comprendre que la Russie est en position de faiblesse, mais elle fait payer l'Europe pour ses positions. D'accord? Elle fait payer clairement à l'Europe ses positions et bien évidemment les États-Unis. Vous avez donc l'Arabie Saoudite qui aura une croissance voilà, supérieure à 7%, l'Inde hein, qui est quand même un pays émergent, l'Indonésie, l'Espagne, hein, c'est intéressant l'Espagne, la Chine qui est quand même un petit peu en perte de vitesse, la Grande-Bretagne se débrouille bien. Donc la Turquie également, hein, l'Australie, l'Iran, Taïwan, voilà. Et puis vous avez l'Italie qui est là, c'est pas catastrophique. La France, les États-Unis sont là, le Japon, le Brésil et l'Allemagne. Et l'Allemagne, c'est catastrophique parce que c'est quand même la puissance numéro un en Europe. Et l'Allemagne souffre énormément. Que nous dit ce tableau et pourquoi c'est un tableau intéressant? Comme je vous le disais, la donne, elle est complètement en train de changer. Alors, bien évidemment, l'Arabie Saoudite, sa croissance forte s'explique par le pétrole. Mais pas seulement. Ils sont en train d'investir massivement dans les énergies renouvelables. Ils sont en train d'investir massivement dans l'avenir. Et encore une fois, beaucoup de gens bah voilà, se sont moqués. Moi, je sais, Dubaï, hein, quand je suis arrivé, beaucoup de gens se moquaient, etc. Et en fait, ce sont des économies très très dynamiques, bizarrement efficaces. Et je dis bien bizarrement parce que beaucoup de gens, en fait, encore une fois, pensent que voilà, non, non. Et ils sont très très avancés, ils ont de bonnes stratégies et ils sont efficaces. Et donc, que ce soit l'Arabie Saoudite, les Émirats, etc., clairement, vous voyez ici l'Arabie Saoudite, l'Inde, l'Indonésie, la Chine, la Turquie, hein, qui joue un petit peu, mais voilà, Erdogan a vu Poutine, a rendu visite à Poutine. L'Iran, d'accord? On voit alors la Corée du Sud, voilà, Mexique, je pense qu'ils sont neutres, ils sont plus le Brésil.
D'accord? On a beaucoup de pays aujourd'hui qui sont pas contre la Russie et qui sont pour une redistribution des cartes, hein. Rappelez-vous récemment le Brésil, l'un des dirigeants brésiliens qui a insulté Macron. Ici, vous voyez le ministre brésilien de l'économie qui juge la France insignifiante. Insignifiante. Et il dit, il a averti la France que le Brésil risquait de se détourner du marché français. Et donc Emmanuel Macron s'est dit opposer à la ratification de l'accord commercial entre l'Union européenne et le Mercosur, d'où en effet de l'engagement du Brésil à défendre l'environnement. Et là, le ministre de l'économie brésilien était que la France était en train de devenir insignifiante et que de ces si Paris ne cessait pas ses critiques sur la déforestation en Amazonie. Vous avez intérêt à bien nous traiter, sinon on va vous envoyer vous faire foutre. Vous imaginez? Sinon on va vous envoyer vous... Et là, encore une fois, pourquoi je dis c'est du jamais vu. On est aujourd'hui, et je pense que Macron aujourd'hui est en train de se faire plein d'ennemis dans le monde entier, pas qu'au Brésil. Il y a clairement un changement d'attitude à l'égard de l'Europe, à l'égard du G7, et même les États-Unis, on est en train... Cette vidéo, encore une fois, c'est vrai que je suis parti un petit peu dans tous les sens, mais je pense que vous avez compris un peu le but. C'est vraiment de vous dire et de vous partager ma pensée. Et ma pensée, c'est que en quelques mois, tout a changé. Mais vraiment, c'est-à-dire euh, l'Arabie Saoudite. Pourtant, Biden, il est allé en Arabie Saoudite. Macron a accueilli MBS. D'accord? C'est-à-dire que tapis rouge, genre, on est sympa avec toi, etc. Fais-nous plaisir. Et là, c'est pour ça que je vous dis, c'est très, très, très important ce qui est en train de se passer. Et là, vous avez l'OPEP qui dit, bon, bah, les amis, on va pas vous faire plaisir. Voilà. C'est un message politique. Est-ce que j'ai vraiment envie que vous compreniez ça? Et l'Arabie Saoudite, aujourd'hui, qui a une économie qui est en super bonne santé, qui a voilà, un PIB qui se rapproche des 7,5%. Ce sera la plus forte croissance de l'Arabie Saoudite depuis 2011 et ils vont pas gêner à garder cette croissance parce que pour eux, c'est super positif. En 2014, ils ont morflé avec la baisse des prix du pétrole. Et aujourd'hui, ils se disent, bah, nous, on veut capitaliser un max. Et l'argent du pétrole, je peux vous dire qu'ils l'investissent, hein. Ils l'investissent, ils sont en train de développer de nouveaux projets, etc. Et ils sont à fond. Et je vois rien que Dubaï. Encore une fois, je vois beaucoup de gens. Et moi, j'ai la chance aujourd'hui d'habiter et de voir un peu pas mal de choses. Et c'est vrai que ma vision du monde, elle est complètement différente d'auparavant. Auparavant, je pense que j'aurais pas eu cette vision du monde. Aujourd'hui, je vois un peu le monde et je vois comment les choses évoluent. Et clairement, bah, c'est l'Europe aujourd'hui est en vraie perte de vitesse, les États-Unis, et là, c'est du jamais vu. C'est-à-dire avoir voilà, le ministre, par exemple, brésilien qui dit vous devenez insignifiant. Un jour, un ministre, hein, j'ai répondu, et vous, vous avez brûlé Notre-Dame. Et et là, regardez la réponse hein, du ministre brésilien. Il dit, ce sont des accusations futiles. Vous n'avez pas brûlé Notre-Dame, mais vous n'avez pas réussi à empêcher le petit pâté de maison où se trouve la cathédrale de prendre feu. Chez nous, la forêt amazonienne est plus grande que l'Europe et vous nous critiquez. C'est très fort, très très fort, très très fort. D'accord? Et ensuite, il a donné un autre exemple. Nos échanges commerciaux avec vous, la France s'élevait à 2 milliards de dollars en 2000, autant que la Chine. Aujourd'hui, c'est 7 milliards avec vous, 120 milliards avec la Chine. Vous devenez insignifiant pour nous. Waouh, waouh, waouh. Et donc, quand Macron, il dit, voilà, je suis opposé à la ratification, est-ce que vous commencez à voir le truc? Est-ce que vous commencez à comprendre ce qui est en train de se passer? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, auparavant, l'Europe pouvait jouer les gros bras et dire aux Brésiliens, voilà, nous,
on est les plus beaux, on est les plus forts, et voilà. Et aujourd'hui, c'est les Brésiliens qui le disent, quoi, qui disent, vous êtes insignifiants pour nous. C'est juste. Et là, en fait, on voit qu'il y a plein d'éléments. L'Arabie Saoudite, l'Inde, la Chine, d'accord? Donc, il y a clairement un changement, d'accord, de donne. Et moi, on est dans une tendance là, on est dans une tendance, on le voit, les choses sont de plus en plus évidentes, c'est-à-dire, voilà, l'Europe, on le savait, elle était déjà en perte de vitesse, mais là, c'est la dégringolade, quoi. Et là, ce qui s'est passé cette année avec la Russie, c'est très grave. Et clairement, même la position de l'Europe, l'arrogance également, hein, parce que ce qu'a dit le ministre brésilien est très juste. C'est-à-dire, vous nous donnez des leçons de morale, vous n'avez même pas été capable d'empêcher l'incendie de Notre-Dame. Et il a raison. C'est-à-dire, c'est rien. Et il dit, mais l'Amazonie, c'est plus grand que l'Europe. Et vous nous donnez des leçons. Alors, bien sûr, l'Amazonie, ça n'appartient pas qu'aux Brésiliens. C'est un patrimoine mondial. C'est-à-dire, il faut savoir une chose. Quand on parle de climat, tous les pays sont interdépendants. C'est-à-dire, ce qui se passe en Europe, aux États-Unis, va avoir un impact dans le monde entier. Et j'ai envie vraiment de conclure avec cette vidéo d'Olivier, d'Aurélien Barraud, pardon, qui est magnifique. Elle est vraiment, j'ai beaucoup aimé. Je connaissais un petit peu, d'accord, j'avais pas trop, mais je l'ai trouvé magistral, vraiment magistral. Et regardez ce qu'il dit. Il dit la suffisance des Européens. Aurélien Barraud a commencé par remettre l'Église au milieu en dénonçant la suffisance du thème d'A1 qui traitait de la façon dont l'Europe pouvait devenir le continent le plus vert de la planète. Ce thème est très caractéristique de l'arrogance occidentale. Je crois que nous n'avons pas tous ici bien compris que nous ne sommes pas la solution, nous sommes le problème. C'est très important, c'est-à-dire que les États-Unis et l'Europe ont été les plus gros producteurs, mais également les plus gros pollueurs. Et il dit, ce sont nos valeurs. J'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré. Ce sont nos valeurs et nos manières d'être qui mènent, je cite, à ce que l'ONU nomme une situation de menace existentielle directe. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité. Quelle suffisance. Alors, bien sûr, certaines personnes ne vont pas être d'accord avec lui. Ou dire, oui, mais les autres pays doivent faire de même. Mais qui a lancé la société de consommation? Ce sont les États-Unis. Qui a lancé la production à tout va? Ce sont les États-Unis. Et ensuite, l'Europe. Et donc, clairement, aujourd'hui, ce sont les pays qui ont le plus pollué qui vont donner des leçons aux autres. Et vous comprenez un peu pourquoi les Brésiliens répondent de la sorte à Macron. D'accord? Parce que nous sommes des gens sympathiques et on se demande en gros comment faire des bombes issues du commerce équitable en utilisant des matériaux biologiques, c'est mignon. Mais tant que le pilonnage en règle de la biosphère demeure le geste cardinal de l'origine 1, ok, le fait, voilà. Bon, bref, j'ai beaucoup aimé cette vidéo. Je vous invite déjà, d'ailleurs, à la regarder et à me dire ce que vous en pensez. Bon, c'était une grosse vidéo. C'est vrai que j'ai parlé un peu de pas mal de choses, mais vraiment, j'ai pas de conclusion au sens où pour moi, je suis en train d'observer ce qui se passe et de regarder un petit peu. Je suis un peu médusé hein, par rapport à l'évolution, par rapport à plein de choses, hein, par rapport euh, à la situation des Européens, la manière dont les Européens maintenant commencent à morfler, dont ils se font humilier. Et encore une fois, voilà, le conflit qui s'enlise, la redistribution des cartes, l'OPEP qui nargue, qui nargue les États-Unis et l'Europe. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Et puis, bien évidemment, on sent également, voilà,
ce discours d'Aurélien Barraud, il est très clair, c'est-à-dire arrêter avec cette suffisance et donner des leçons aux autres. Et donc, voilà, moi, je suis pas. C'est difficile hein, de porter des jugements parce qu'encore une fois, moi, c'est pas mes domaines de compétences, mais en même temps, ça m'intéresse. Ça nous concerne tous, hein, même si on n'est pas compétent. Voilà, c'est quelque chose quand même qui nous concerne tous. Et puis, voilà, quelles sont les conséquences, hein, c'est-à-dire comment les choses vont évoluer, quel impact ça aura sur l'économie. Sur un plan financier, voilà, moi je me fais pas trop de soucis, c'est pas ça, c'est pas le plus important parce que beaucoup de gens vont paniquer. Je vous dis, ça va pas se faire comme ça du jour au lendemain. Voilà, on vous parle de ça y est, on va vous saisir votre argent. Calmez-vous les amis, hein. Il y a beaucoup de gens, ils crient, ils aboient, ok super. Non, c'est pas, ils vont pas vous fermer vos comptes, voilà. Je me souviens en 2020, c'était ça, hein, pendant le Covid, il y avait beaucoup de gens qui me disaient, Tammy, voilà, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de peur. Je ne vous dis pas que voilà les conditions, mais ça c'est presque secondaire. Le plus important, c'est comment les choses vont évoluer. Et moi, j'ai quitté la France en 2010, hein. Donc, il y a certaines personnes qui vont me dire, voilà, Tammy, tu donnes des leçons, mais t'es pas ici. Ouais, c'est vrai. Mais j'ai quitté en 2010 parce que pour moi, il y avait déjà des choses qui me dérangeaient, hein. Je l'ai déjà dit. Euh, les réformes n'étaient pas mises en place. Les hommes politiques n'avaient pas le courage de prendre les bonnes décisions. Les gens ne voulaient pas de réforme, hein. Chaque fois qu'un homme politique voulait mettre en place une réforme, tout le monde sortait dans la rue. Euh, et en fait, on a vécu, voilà, je pense qu'en fait, beaucoup de gens ne se sont pas rendus compte que tout avait changé. Tout avait changé. Et que les 30 glorieuses, c'est derrière. Et qu'aujourd'hui, on est dans un monde nouveau avec de nouvelles forces en présence. Et je pense encore une fois, moi, cette année, ça a été vraiment la révélation. C'est-à-dire, tout est devenu très clair. Autant avant, les États-Unis, ils avaient toujours, rappelez-vous de Trump, comment il envoyait balader, etc. Même si on sentait que les États-Unis perdaient de la vitesse. Mais bon, l'Europe était toujours solide. Elle l'est toujours, hein, mais ça se fragilise. Ça se fragilise. Et puis même au sein de l'Europe, bah, les gens sont mécontents de l'Europe. Euh, il y a de plus en plus de gens qui disent voilà, on veut reprendre notre souveraineté. Et donc, c'est pas, et moi je le pense, hein, ça ne va pas nécessairement arranger les choses. Les gens pensent que non, non. Mais euh, en faisant ça, on risque de perdre énormément de temps, mais très peu de gens veulent mettre en place les bonnes réformes ou les gens ne les acceptent pas. Et en fait, c'est très compliqué. C'est-à-dire que il faudrait presque soit voilà un mindset différent, soit mais on peut pas. Alors que l'Europe a vécu au-dessus de ses moyens, alors que les gens se sont dit que c'était normal, que la France soit endettée, c'est normal, qu'il y ait, c'est normal, que non, non, c'était pas normal. C'est-à-dire le fait qu'un pays s'endette, dans d'autres parties du monde, quand un pays, sa dette est très élevée, généralement ça se passe très mal, ça finit très mal. Et là, pour l'Europe, comme par hasard, c'est différent parce que c'est l'Europe. Et là, en fait, c'est ça, c'est qu'on s'est rendu compte que, ben, moi, je sais pas, t'es chef d'entreprise, d'accord? Si la croissance, elle est moyenne, si tu ne produis pas, si tu n'investis pas, si tu n'innoves pas, tu disparais. Et la même chose s'applique à un pays. Et beaucoup de gens, quand une fois, vont me dire, non, mais t'as mis, non, non, la même chose. Si un pays n'innove pas, voilà, ne vit pas au-dessus de ses moyens, ne promet pas n'importe quoi et met les gens au travail, il faut vraiment voir un État, et moi, certaines personnes vont me le reprocher, mais
ça me dérange pas, mais vraiment, il faut voir un État comme une entreprise. Et donc, une entreprise qui n'est pas efficace, elle disparaît. Et donc, les États qui ne sont pas capables de s'adapter, qui ne sont pas innovants, qui n'investissent pas, qui ne sont pas, voilà, qui ne travaillent pas assez, qui ne produisent pas assez, et qui sont super endettés, deviennent faibles et disparaissent. Et les boîtes qui ont vécu au-dessus de leurs moyens, etc., ont disparu. Idem pour les particuliers. Un particulier qui n'épargne pas, qui ne place pas, qui n'investit pas, bah, il se retrouvera en grave difficulté. Donc, et je pense que c'est Fillon, hein, qui avait d'ailleurs fait cette allusion de je suis à la tête d'un État au bord de la faillite. Et il y a longtemps, hein, il avait dit je suis à la tête d'un État au bord de la faillite. Mais comme les taux d'intérêt étaient faibles, comme voilà, on pouvait emprunter sans aucun problème parce qu'il y avait l'euro, parce que voilà, beaucoup de gens se sont dit bah c'est cool, on peut continuer de s'endetter, 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 s'endetter. Et là aujourd'hui, on se rend compte que bah, les choses sont beaucoup plus compliquées. Alors bien évidemment, là j'ai dressé le tableau négatif. Mais dans le négatif, dans une crise, il y a également du positif. Il ne faut pas oublier. La crise, ça entraîne également une prise de conscience. Ça entraîne également la possibilité de faire des réformes plus facilement. C'est-à-dire des réformes qu'on aurait dû mettre en place il y a 20 ans, eh ben, les gens ils vont se dire on n'a pas le choix, il faut mettre en place des réformes. Ça peut faire passer des lois, mais ça peut également dégénérer. C'est-à-dire que finalement les gens vont se dire nous, on n'est pas d'accord, on peut avoir des révolutions, on peut avoir des manifestations monstres, on peut avoir des blocages, etc. Donc en fait, c'est comment on va gérer la crise. Donc la crise, ça peut être une bonne chose, ça peut être une opportunité, parce que ça nous permet véritablement de reprendre les choses en main, mais ça peut également être voilà, catastrophique. Alors moi, je suis pas en mode c'est la fin, l'Europe est foutue, parce que l'Europe a énormément d'avantages, hein. Il faut pas. Voilà, je reste quand même positif. Mais, voilà, les choses évoluent très très vite et clairement l'Europe, pour moi, c'est le plus gros perdant de ce conflit Russie-Ukraine. C'est également voilà, la zone économique qui va devoir se réformer rapidement, revoir sa copie. Et clairement, il n'y a pas que les hommes politiques. Il y a également les gens. Il y a également les gens. Il y a également voilà, une volonté populaire. Il y a également, voilà, en fait, il faut vraiment les deux, hein. Il faut que les hommes politiques, il faut des hommes politiques à la hauteur, courageux, capables de mettre en place de vraies réformes, de vrais changements et pas de faire rêver les gens, mais voilà, de leur dire voilà. Et puis, il faut également que les gens acceptent. Et c'est une question de mindset. Il faut que les gens acceptent tout ça. Et puis, également, réaliser que euh, voilà, il y a un vieillissement de la population, il y a un ralentissement de l'économie, il y a un faible dynamisme et que vous avez des nouvelles économies qui sont là, qui sont à fond et qui émergent et qui veulent tout déchirer et c'est normal. Waouh les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Encore une fois, voilà, je ne dis pas que j'ai raison, je ne dis pas, c'est juste, vraiment j'ai essayé de partager un petit peu ma pensée sur la situation actuelle. J'ai également envie de vous dire que je suis encore en train d'analyser les choses parce qu'il y a des paramètres qui m'échappent. Il y a encore des choses que j'ai envie de. Mais pour moi, les grandes lignes, hein, Europe, perte de vitesse, États-Unis, Europe se font aujourd'hui humilier, changement de rapport de force. Et ce n'est que le début, peut-être. Ce n'est que le début. Merci beaucoup, les amis. Magnifique soirée. Ciao, ciao, ciao.